Badia, ça s'écrit Badija. Badia. Ce matin-là, il y avait une lumière particulière. C'était l'une des rares journées du séjour où il devait pleuvoir. Et tout se confondait. C'était un paysage méditerranéen, mais avec des couleurs du nord, d'une certaine façon. C'est très particulier. Et tu arrives sur Badia, et le monastère est vraiment au bord de l'eau. Donc tu le vois, il est imposant. Et en fait, il a été fondé par des moines franciscains. Quand la Yougoslavie est devenue communiste, les moines en ont été chassés. Et c'est devenu une sorte de centre pour la jeunesse et les loisirs. Après la guerre, donc la Croatie l'a récupéré. Mais elle l'a cédé dans une sorte de, je ne sais pas comment ça s'appelle, au sein de l'église, mais c'est presque comme un bail amphithéotique qui est de nouveau redonné aux franciscains de Bosnie-Herzégovine. Moi, ma famille vient de Bosnie-Herzégovine, enfin d'Herzégovine et à la limite entre la Bosnie et l'Herzégovine. Et ce sont des zones où tous les 50 ans, en fait, tu as une guerre, une invasion, tu as eu la domination ottomane qui était assez dure. Et donc tous les 50 ans, en fait, d'une certaine façon, chaque génération est confrontée à une guerre sans avoir le temps de faire le deuil du traumatisme passé, mais elle reste là, elle se maintient. Et cette île, donc, le monastère en tant que tel et l'église ont été laissés à l'abandon jusqu'à ce que les religieux reviennent. Donc tu rentres par le cloître. Et en fait, il y a deux églises dans cette église. Tu en as une tout en longueur et une autre petite dans le prolongement de la porte d'entrée du cloître. Et quand je suis entrée, quand j'ai poussé ce soupir, j'ai été vraiment saisie parce que je suis arrivée avec cette hauteur. Tu es à la fois dans ce cloître, donc dans cet espace très délimité, assez beau, avec un ciel lourd qui pesait, que ce soit un ciel lourd, gris ou alors un soleil de plomb, je pense que quelque part ça t'écrase. Et ensuite tu rentres d'un coup, tu passes de la lumière à l'ombre ou à la pénombre de cette église, qui est quand même inondée de lumière. Et là, tu vois des murs à nu, vraiment, parce qu'elle a été laissée, elle a été négligée. Donc elle est presque à vif. Et en même temps, tu vois cette hauteur sous plafond, donc tu t'es saisi par quelque chose de plus grand que toi. Tu te sentais à la fois écrasé auparavant par la beauté des paysages, par la beauté de l'île, par l'atmosphère, et tu rentres là, et d'un coup, c'est comme si on t'élevait. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti. Et je suis restée, mais un quart d'heure, 20 minutes, là, à pleurer. Mais en voyant ces murs-là, j'ai eu l'impression, je parle de ce murmure, de ce chuchotement, que tous ces siècles et toutes ces générations de moines, ou plutôt d'hommes de foi, moi qui n'ai pas été élevée dans la religion, dans la foi, criaient à travers ces murs leur bonne foi et leur résistance. Le fait que contre toutes les agressions, toutes les invasions, tous les aléas de l'histoire, même les bannissements, le fait d'avoir été chassés, qui sont restés là, stoïques, qu'ils ont résisté. Et j'ai eu le sentiment que c'était des siècles et des siècles de générations d'un peuple auquel j'appartenais. C'est comme si, comment dire, ça a fait battre mon cœur plus vite, plus fort. Comme si je sentais mon sang dans mes veines, en fait, circuler et me dire, je, 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 je me reconnais, je fais partie de cette histoire. Et tout autour, l'atmosphère un peu presque, pas tragique, mais tu sais, quand tu as ce moment d'avant l'orage, quelque chose qui s'annonce. Une sorte d'épiphanie, voilà. Et c'est vraiment le fait de se sentir comme rattaché à une histoire et comme de mettre aussi des mots sur ce que je ressentais auparavant, sur le fait d'avoir eu le sentiment d'être comme une plante qui avait été déracinée et replantée ailleurs. Il y a eu un sentiment d'appartenance que j'ai vécu à ce moment-là,
qui dans ce lieu-là m'a fait chavirer.